Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, il est 13 h, bienvenue dans votre journal. La problématique liée à l'intégration des règles et principes de contrôle des prix de transfert dans le dispositif fiscal ivoirien a quelque peu créé des incompréhensions entre l'administration fiscale et les acteurs du café cacao. Les deux parties se sont récemment assises à une même table pour discuter et les résultats sont appréciable. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a organisé récemment une conférence à l'intention des enseignants-chercheurs et lauréats des initiatives de recherche, conférence qui a porté sur les procédures de dédouanement des équipements qui permettent de faciliter les mécanismes de recherche. Au Niger, le CNSP au pouvoir lance un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce fonds de solidarité serait financé par des prélèvements sur les hydrocarbures, sur les redevances des opérateurs de télécommunications titulaires d'une licence dans le pays. Il n'y a pas pour l'instant d'informations sur les modalités d'application, le RH d'application. J'y allais un peu trop vite en besogne. Le RHDP, maître du terrain, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, remporte haut les mains les dernières élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Municipales, régionales, sénatoriales, les hommes et femmes du parti au pouvoir raflent tout et règnent sur la politique ivoirienne. Le paysage politique qu'il nous est ainsi donné de voir a-t-il une incidence sur le quotidien des populations? Si oui, quelle est-elle? Augure-t-il des lendemains meilleurs? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons poser dans le cadre du magazine du dimanche à Dr Sidiki Bamba, qui est maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, expert en propagande et manipulation de l'information politique et qui nous a bien sûr fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour docteur. Bonjour Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. Docteur, maître de conférence, pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, qui est-il? Le maître de conférence, c'est un grade universitaire. Voilà, quand on est universitaire, on rentre assistant, on passe maître assistant. Maître de conférence, ensuite, de dernier grade, c'est professeur titulaire. Et maître de conférence, son rôle, c'est quoi? Alors, quand on est maître de conférence, oui. Oui, on enseigne, voilà, parce qu'il y a le côté pédagogique qui nous sied, et également il y a la recherche surtout qui nous caractérise. Lorsqu'on devient maître de conférence, on a le droit d'encadrer des thésards, des gens qui font des doctorats. Donc c'est fondamentalement la différence au niveau des grades. Et en combien de temps on passe de maître de conférence à professeur titulaire? 3 ans selon les modalités du CAMES, à moins que ça ait changé pour 2023-2024. Pour le moment, après 3 ans, après avoir encadré des thèses, on a le droit de candidater avec d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir être professeur titulaire. Merci, docteur. Docteur Bamba, on se retrouve dans 30 minutes. Merci. Dans le but d'améliorer leur collaboration, l'administration fiscale et les acteurs du binôme café-cacao se mettent d'accord sur les procédures de contrôle des prix de transfert. On se souvient de la mésentente et de l'intégration des règles et principes de contrôle de ces prix de transfert dans le dispositif fiscal ivoirien. Mais là, les nuages se dissipent peu à peu, comme nous l'indique Lanciné Bakayoko. Administration fiscale et sociétés opérant dans le secteur du café-cacao autour d'une même table pour aplanir les divergences nées du contrôle de transfert de ces matières premières. Principal point de divergence, la politique de commercialisation du café et du cacao. Il s'agit pour l'administration fiscale de clarifier les méthodes utilisées et s'accorder avec les acteurs sur les procédures. La conclusion naturelle, c'est qu'on puisse avoir une convergence de vues et qu'à partir de là, on puisse avoir, on va dire, des rapports sains, non conflictuels. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que l'État continue d'avoir les ressources nécessaires pour financer le développement de notre pays. Sur les questions liées aux allégations de pression fiscale, le ministre Moussa Sanogo observe que le gouvernement est victime d'un faux procès. Le taux de 13% en vigueur, précise Moussa Sanogo, est d'une faiblesse qui oblige l'État à aller chercher les ressources supplémentaires à l'extérieur. Une situation que le gouvernement cherche à juguler.
Du côté de Tienengwe, au centre de la Côte d'Ivoire, c'est un projet écologique que la CEDEAO vient de lancer pour tenter de contrer les effets néfastes du changement climatique et les questions de paupérisation des sols. Un projet financé entièrement par l'Union européenne qui devrait rendre grand service aux producteurs d'igname de la zone. On en sait plus avec Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. Siaka Tene est producteur d'igname depuis son jeune âge. La dégradation des sols réduit sa production d'année en année. Les terres ne sont pas assez riches que ça, parce que ce sont des terres qui sont déjà fatiguées quand on a cultivé pendant des années et des années. De nombreux producteurs de la sous-préfecture de Tienengwe, région du Béré, qui subissent les conséquences de la dégradation des sols ont bénéficié du projet NIAM6 du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Ce système agroécologie permet de faire des rotations culturelles imbriquées d'une jachère améliorée de courte durée. Dans l'approche agroécologique que nous prenons avec les producteurs, nous leur demandons de changer la donne. Avant, c'était augmenter les superficies et puis réduire les rendements parce qu'ils n'arrivaient pas à entretenir. Maintenant, on leur dit, augmentant les rendements en réduisant les superficies, mais en intensifiant de façon écologique. Le lancement des activités a réuni les autorités locales, les producteurs et les acteurs du monde agricole ivoirien. Ce projet agroécologique est financé par la CEDEAO à travers l'Union européenne et l'AFD. Un programme qui permet de produire sans utiliser beaucoup d'intrants chimiques. Parce que l'expérience a montré que la production avec les intrants chimiques, ça pose de plus en plus de problèmes et il fallait trouver une autre alternative. Les producteurs attendent beaucoup de la CEDEAO afin de venir à bout de la faible fertilité des sols. Le coordonnateur du projet agroécologique de la CEDEAO exhorte les 15 pays membres à s'impliquer dans la mise à l'échelle du système. Dans le cadre de la mise à l'échelle de ce projet-là, que vraiment beaucoup de personnes puissent bénéficier de ces technologies. Les autorités nationales, les autorités locales, dans la mesure de leurs moyens et autres, peuvent accompagner également ce projet. Ce système culturel innovant permet de multiplier les rendements de l'igname par 3 ou 4, passant de 6 tonnes à 24 tonnes à l'hectare. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants à Soubré, dans la Nawa, une rencontre bilan a été initiée récemment par l'ANADER pour faire le point du projet Work No Child's Business. Et à travers cette initiative, l'Agence nationale d'appui au développement rural vise donc à lutter efficacement contre le travail des tout-petits. Patricia Omouetia, de retour de Soubré. Le projet Work No Child Business s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur du projet, l'objectif est d'apporter des solutions durables pour les enfants et les familles. Le programme TPAE n'avait pas l'ambition de mettre fin au travail des enfants. Mais les leçons apprises à l'occasion de sa mise en œuvre pourraient aider à faire des progrès. C'est vraiment le sens des différents programmes que nous essayons de mettre en place. Le projet a été exécuté dans les départements de Buyo, Guéyo, Méagui et Soubré grâce à la coopération de l'ANADER et l'ONG Association des enfants et travailleurs de Côte d'Ivoire. Ces activités sont entre autres la sensibilisation de 133 communautés sur les droits et le travail des enfants. Octroi de jugement supplétif à des enfants n'ayant pas d'extrait de naissance pour plusieurs raisons. Les actions de sensibilisation ont touché 133 communautés sur les droits et le travail des enfants. 760 familles vulnérables ont bénéficié des filets sociaux et 750 familles vulnérables ont eu un soutien pour des activités génératrices de revenus. Des résultats appréciés par l'ensemble des parties prenantes, ils ont encouragé les responsables du projet et son importance dans la réduction du travail des enfants dans la région de la Nawa. Un reportage de Patricia Omouetia, notre chef des éditions du jour. Après que les écoles primaires de leur localité ont été décoiffées du fait d'une violente tornade, les parents d'élèves de Zokolilié, département de Lakota, connaissent aujourd'hui un grand bonheur. Leurs enfants et les enseignants viennent de bénéficier d'importantes quantités de matériel pédagogique, un don fait par l'UNESCO qui vient à point nommé pour ces populations essoufflées par les charges imposées par une année scolaire. Khalil Diomandé, témoignage. Une centaine de kits scolaires et du matériel bureautique pour redonner du sourire à la communauté éducative de Zokolilié, village de la sous-préfecture de Lakota.
Ces dons de l'UNESCO sont consécutifs à une tornade survenue dans la localité le 4 mars dernier. 3 écoles primaires ont été impactées, les toitures décoiffées et le matériel didactique détruit par les eaux. Nous sommes pleinement conscients des défis auxquels les écoles primaires des écoles liées ont été confrontées, en particulier les dommages considérables causés par les intempéries et la tornade. Cela m'a amené à prendre l'initiative de soumettre à l'UNESCO la demande d'aide d'urgence pour aider les enseignants à être équipés en matériel didactique. Nous, élèves des écoles de Zokolilié 1, 2 et 3, tenons à remercier l'UNESCO pour les dons qui nous permettront d'avoir un apprentissage de qualité. Nous exprimons notre infinie gratitude au cadre du village Zokolilié, plus précisément à M. Sam Wakouboui. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel didactique qui va nous servir à débuter l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Heureux de l'appui de l'UNESCO, le préfet du département de Lakota exhorte les élèves et le corps enseignant à s'engager dans la voie de l'excellence afin de mériter la confiance des donateurs. Les jeunes, travaillez bien pour que l'UNESCO soit fière de vous. Il faut apprendre à lire. C'est grâce à la lecture qu'on améliore sa manipulation de la langue de Molière. Les élèves de Zokolilié, à leur côté les autorités coutumières, prennent le pari de produire des résultats satisfaisants au terme de l'année scolaire 2023-2024. On en vient à présent à ce colloque organisé cette semaine à l'université Alassane Ouattara de Bouaké sur la problématique des réseaux sociaux en Afrique. La rencontre a réuni enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants venus des universités de Côte d'Ivoire et même d'Afrique subsaharienne, histoire d'indiquer que les réseaux sociaux sont certes indispensables aujourd'hui, mais qu'ils peuvent être source de dérives sociales et morales. Boubacar Silla, Corona Soro, RTI Bouaké. La problématique des réseaux sociaux et leur impact négatif sur les sociétés africaines au centre d'un colloque international transdisciplinaire à l'université Alassane Ouattara, une rencontre scientifique à l'initiative du département de philosophie. Selon les initiateurs, il s'agit pour les participants de réfléchir sur la place des réseaux sociaux dans l'évolution des sociétés africaines, mais surtout de trouver des solutions face à la mauvaise utilisation de ces nouveaux outils et technologies de communication. Pour les responsables de l'université Alassane Ouattara, l'implication de la philosophie dans le débat sur les réseaux sociaux s'impose. Le professeur Kofi Kwaku s'honore que la philosophie s'investisse dans le débat sur les réseaux sociaux pour repenser les sociétés africaines qui doivent prendre toutes les dispositions scientifiques et techniques afin de ne pas se noyer dans l'océan du numérique. Plusieurs enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants venus des universités nationales et d'Afrique subsaharienne prennent part à cette rencontre scientifique à Bouaké. Nous sommes à l'ère de l'informatique, à l'ère du numérique. Nous ne pouvons pas être hors de cette révolution scientifique, intellectuelle et informationnelle. L'initiative, on va dire qu'elle est pertinente dans le sens où aujourd'hui, avec la révolution numérique, les comportements, les attitudes des citoyens ont totalement changé, notamment grâce à, on va dire, l'introduction, la diffusion de l'Internet, de la téléphonie mobile et de cette multiplicité de services aujourd'hui qui nous envahissent. Plusieurs panels sur les impacts des réseaux sociaux sur les dynamiques sociales en Afrique ont meublé ce colloque international transdisciplinaire qui a duré 3 jours. Et d'un autre côté, les enseignants-chercheurs ont participé à une conférence organisée récemment par le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Avec eux, les lauréats des initiatives de recherche. La conférence a été dite par l'administration douanière et elle avait pour but d'instruire les participants sur les procédures de dédouanement des matériels et équipements permettant de faciliter la recherche. Les précisions de Frédéric Oulaye et Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire entend faire de la recherche scientifique le maillon de son développement socio-économique et culturel. Une ambition qui fait germer chez les enseignants-chercheurs des projets porteurs de solutions aux problèmes sociaux. Ces universitaires se heurtent souvent aux procédures de dédouanement du matériel et d'équipement pouvant faciliter l'aboutissement de leurs projets.
Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, dont l'engagement porte à soutenir les initiatives de recherche et d'innovation, met à contribution l'administration douanière. L'agent douanier, au cours de son intervention, a présenté les dispositions de l'annexe fiscale et les procédures de dédouanement. La conduite en douane consiste à amener votre marchandise vers un bureau de douane. La douane enregistre et surveille cette marchandise-là. Le délai qu'on peut réglementer, c'est un délai de 30 jours. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et le FONSTI, cette conférence est une opportunité de renforcer les mécanismes de la compétitivité des entreprises. La plupart des équipements et matériels dans nos laboratoires de recherche actuellement en Côte d'Ivoire est importé de l'extérieur. Pour remédier à cette situation, nous avons demandé à la Direction générale des douanes de nous proposer un de ces cadres pour former nos chercheurs et enseignants-chercheurs à maîtriser les procédures de dédouanement de matériel et équipements de recherche. Apporter tout notre soutien au FONSTI pour ces genres de formation, pour que les chercheurs et les innovateurs puissent avoir le maximum de chances pour faire prospérer leurs produits et leurs inventions. L'exposé mené par l'administration douanière a suscité un intérêt particulier chez les lauréats du FONSTI ainsi que chez les universitaires. Les échanges ont porté sur les questions d'exonération douanière, de l'importation et achat d'équipements de produits consommables. Ils sont chefs d'entreprise, cadres de l'administration publique ou acteurs de la société civile. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont les meilleurs acteurs de développement en Côte d'Ivoire pour l'année 2023, selon les critères de l'ONG Afrique Transparence. L'organisation non gouvernementale les a distingués cette semaine dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Chris Diomandé et Patricia Oumouitia. Nuit de reconnaissance et de distinction de 11 personnalités du monde socio-économique qui se sont illustrées grâce à leurs actions de développement dans plusieurs domaines d'activité. Cette distinction, initiée par l'ONG Afrique Transparence, vise à promouvoir l'excellence et valoriser toutes les compétences. L'ONG Afrique Transparence, c'est une organisation non gouvernementale qui œuvre de façon principale, donc qui a pour objectif majeur d'œuvrer dans le sens de la promotion de l'excellence dans tous les domaines d'activité socio-économique, que ce soit au plan culturel ou au plan politique. Ce choix de distinction a été fait selon des critères bien définis. Ce sont des critères d'abord de probité morale, des critères de compétence, d'excellence, d'abnégation au travail. Une satisfaction qui vient comme une reconnaissance après des actions menées dans le sens du développement. C'est si fort et si grand et je voudrais ce soir dire merci à tous les journalistes qui sont présents, dire merci aussi à cette ONG Afrique Transparence qui œuvre dans le secret pour voir, pour découvrir, pour répertorier toutes ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre en vue du développement de notre nation. Créée depuis 2014, l'ONG Afrique Transparence s'est assignée pour mission de promouvoir la transparence dans l'environnement des affaires sur le continent africain en général et en Côte d'Ivoire en particulier. 3 500 000 francs CFA, c'est le montant global que viennent de percevoir 10 groupements féminins de Bouaké dans le cadre du renforcement de leurs activités génératrices de revenus. Un don d'une ONG dénommée Sauvons 2 vies en partenariat avec l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Les femmes ont été également formées à gérer efficacement les fonds issus de leurs activités. Une trentaine de femmes issues de 10 groupements féminins sont en formation à Bouaké. Exerçant dans divers secteurs d'activité génératrice de revenus, ces femmes se forment en comptabilité simplifiée en vue d'acquérir des connaissances nécessaires pour une meilleure gestion de leurs activités. En plus de ce renforcement des capacités, chacune des responsables a reçu un chèque d'un montant de 350 000 francs CFA pour le développement de leurs activités commerciales. L'initiative est de l'ONG Sauvons 2 vies,
qui fait de l'épanouissement de la femme une priorité. Cet élan social de l'organisation non gouvernementale bénéficie de l'appui financier de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Il s'agit de lutter contre la pauvreté. Pour rendre ces femmes autonomes, pour qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge. Nous voudrions que celles qui ont bénéficié des formations puissent les partager avec leurs autres membres de l'organisation et les différents chèques qui ont été remis en appui à leurs activités, qu'elles puissent effectivement les mettre à profit. Les autorités locales et les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative. Une ONG qui pense à ces sœurs ONG, vraiment, on doit leur tirer le chapeau, leur remercier pour leur don de soi. Au nom de toutes les présidentes qui sont réunies ici, des 10 associations, vraiment, ces chèques sont bienvenus parce que nous menons des activités, mais ces chèques viennent renforcer encore nos activités que nous menons. Créée en 2011 par des sages-femmes, l'ONG Sauvons deux vies œuvre pour la sauvegarde de la vie de la mère et de l'enfant. Un reportage de Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Bouaké. Et pensée spéciale ce dimanche pour le directeur de cette chaîne, Brahima Doumbia, qui célèbre un an de plus ce 15 octobre. Ces équipes, lui, seront fortement mises à contribution pendant la période de Cannes qui approche à grands pas. Coupe d'Afrique des Nations que nos éléphants footballeurs préparent au mieux. Ils ont joué hier un match amical au stade Félix Houphouët-Boigny contre les Lions de l'Atlas et la Côte d'Ivoire doit se demander comment elle n'en est pas sortie victorieuse, tant elle s'est procuré des occasions, tant elle a dominé. Les éléphants de Côte d'Ivoire concèdent le nul face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Pourtant, ce sont les Pachidem qui s'offrent les meilleures opportunités, comme en témoigne la tentative de Diakité Oumar. Dans la dynamique, Seko Fofana décoche une lourde frappe, mais le ballon passe à côté du cadre. Très en vue dans ce match, Diakité Oumar est tout proche d'ouvrir la marque, mais se heurte à nouveau à Naye Agued. À force d'insister, les poulains de Jean-Louis Gasset parviennent à trouver la faille par Sébastien Haller. 1-0 à la pause. Dominateur, les coéquipiers de Franck Kessié ont la possibilité de doubler la mise, mais la tête de Simon Dengra ne trouve pas le cadre. Fouetté dans l'orgueil, la réaction des Lions de l'Atlas est à la hauteur de la menace. Ayoub El Kabi profite d'une erreur défensive de Sila Abaka pour établir la parité. Un but partout, score final, la Côte d'Ivoire et le Maroc se neutralisent. Prochain rendez-vous des éléphants, le mardi 17 octobre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Un but partout, mais ce n'est que partie remise. Qui sait si ces deux escouades ne vont pas se retrouver à un stade avancé au mois de février prochain. Cette CAN dite de l'hospitalité démarrera donc le 13 janvier prochain et 20 000 jeunes bénévoles seront sélectionnés pour accueillir les milliers de supporters d'autres équipes nationales qui viendront en Côte d'Ivoire pour le tournoi. Et comme on peut s'y attendre, cette grand-messe du foot sera une véritable fête populaire. Frédéric Koulaï et Sidonie Davila étaient au lancement de l'opération de sélection. Le parc des sports de Treichville en ébullition. Des jeunes venus des communes d'Abidjan ont répondu à l'appel de Mamadou Touré. Une rencontre qui s'ouvre avec l'hymne de la CAN 2023, exécuté par le groupe Magisystème et bien d'autres artistes. En présence de plusieurs membres du gouvernement et des ex-footballeurs, notamment la légende Didier Drogba, le ministère en charge de la jeunesse prévoit le recrutement de 20 000 bénévoles en faveur de la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise le pays. Pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique, il s'agit de renforcer l'engagement citoyen et l'éthique sociale des jeunes. Dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, il est question, en plus des 10 000 volontaires, de mobiliser 20 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est que tous les jeunes sur l'ensemble du territoire national vivent cette CAN. Vous savez, c'est l'année de la jeunesse, je l'ai dit. L'un des plus beaux cadeaux que le président Ouattara offre à cette jeunesse ivoirienne, c'est la CAN. Et le président ne veut pas que ce soit seulement des spectateurs. Le président veut que cette jeunesse soit aussi parmi les acteurs de la CAN. Un échantillon de 40 jeunes a reçu son kit. Ces bénévoles seront sélectionnés dans la perspective d'aider le gouvernement à la réussite de la CAN. Ils auront pour tâche de réserver un accueil hospitalier aux supporters venus d'ailleurs,
de mobiliser et de sensibiliser les populations locales. Les stars du ballon rond ont également animé un panel en vue de soutenir le programme jeunesse du gouvernement. Et en attendant cette CAN que nous allons assurément remporter, et c'est la foi qui s'exprime, la Côte d'Ivoire vient de récolter une victoire. Elle est réélue en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. C'est un deuxième mandat consécutif arraché lors du vote qui a eu lieu cette semaine au siège de l'ONU à New York. Michel Digré était notre envoyé spécial sur place. La Côte d'Ivoire, élue pour un second mandat consécutif en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Le pays a obtenu 181 voix sur 190 votants, occupant ainsi le deuxième rang des pays africains et le troisième rang sur l'ensemble des 15 pays élus au cours de cette élection ce mardi à l'ONU. Cette réélection de la Côte d'Ivoire traduit la reconnaissance de la communauté internationale pour les progrès accomplis par le pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la Côte d'Ivoire a affiché sa détermination à bâtir un état de droit dans lequel le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la dignité humaine, de la justice et de la bonne gouvernance constituent des priorités gouvernementales pour le président Alassane Ouattara. Au cours de ce mandat, la Côte d'Ivoire entend poursuivre et intensifier ses efforts pour améliorer les droits humains des populations vivant sur son territoire, notamment celles issues des couches socio-professionnelles les plus vulnérables. Le pays contribuera également au respect des droits humains dans le monde en prenant une part active au vote des résolutions sur les cas de violation qui seront soumis à l'examen du Conseil. De retour en Côte d'Ivoire, direction l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, dont le stade a été pris d'assaut cette semaine par des milliers de fidèles chrétiens de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire. Un rassemblement pour célébrer la cohésion et l'harmonie au sein de la famille, car pour ces fidèles chrétiens, le bien-être de la société ivoirienne dépend particulièrement du bien-être de chaque famille. Le reportage de Souleymane Donissongo. Une journée empreinte de ferveur et de dévotion, marquée par une procession qui a réuni des milliers de fidèles chrétiens dans un hommage aux familles. Pour l'église protestante évangélique SEMA, la famille est au cœur de tout. Les fidèles, par leur participation massive, ont démontré leur engagement envers cet idéal. Nous réalisons que, à notre époque, nous avons perdu beaucoup de valeurs. Les hommes qui doivent être les chefs de famille, aujourd'hui, ils ont très peu d'informations sur leur rôle et leurs responsabilités. Et la vie de couple aujourd'hui est un véritable problème, à telle enseigne que nos enfants ne reçoivent pas l'éducation que nous avons reçue, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous insérer dans la société. En ce moment, la famille va mal. Le secret d'une famille épanouie, c'est Jésus. Dieu, qui est le pilier principal de la famille. Le révérend Dr Noël Nguessan a mis en lumière la particularité de cette deuxième édition qui vise le respect des valeurs fondamentales, le socle sur lequel se construisent des liens familiaux solides et durables. Chaque année, nous organisons la Semaine de la famille. L'édition 2023 a un caractère particulier puisque nous sommes sortis de nos églises pour faire un défilé, pour présenter à l'ensemble de la société ivoirienne le plan de Dieu de la famille. À travers cette activité, l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire exhorte chacun à réfléchir sur les valeurs qui unissent les familles afin d'œuvrer ensemble pour les préserver. Je vous le disais au sommaire, après l'annonce d'un budget révisé en forte baisse de 40% pour l'État nigérien le 8 octobre, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, lance un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans un communiqué, le régime militaire au pouvoir après le coup d'État de juillet dernier explique vouloir mettre en place un grand nombre de prélèvements. De nombreux secteurs seront mis à contribution, entreprises, hydrocarbures, diaspora. Il y a d'ailleurs 2 jours,
jour, les ressortissants nigériens vivant au Togo ont remis un don de 100 millions de francs CFA au Conseil national actuellement au pouvoir. Une autre donation de 10 millions de francs a été faite de la part de la diaspora nigérienne de Dubaï. Voilà qui nous conduit direct au magazine du dimanche, votre rendez-vous préféré que je prends toujours grand plaisir à vous proposer. Aujourd'hui, notre sujet a trait au paysage politique de Côte d'Ivoire et notre invité est maître de conférence à l'Université d'Abidjan, Cocody. Merci encore, docteur, d'être venu. On va tout de suite suivre cette vidéo que nous propose Alexis Ouedraogo. La scène politique ivoirienne présente un nouveau tableau. Sa cartographie est redéfinie avec le déclin observé des partis de gauche lors des élections locales du 2 septembre dernier. Le PPACI est en perte de vitesse dans ses bastions traditionnels et le PDCI-RDA fait place en plusieurs endroits au RHDP qui lui impose sa marée orange sur toute l'étendue du territoire. Une position que le parti réussit à maintenir pendant les sénatoriales par le vote de ses conseillers régionaux et municipaux. Les alliances mises en place par l'opposition n'ont pas réussi à convaincre les populations. Celle entre le PPACI et le PDCI-RDA n'aura réussi qu'à lever 10 communes et une région, contre 123 communes sur 201 et 25 communes sur 30 pour le RHDP. À 2 ans de la présidentielle, cette victoire du RHDP se veut démonstration de force qui devrait interpeller ses adversaires politiques. Les indépendants ne sont pas en reste, ils ont joué les troubles-fêtes et marqué des points en arrachant 41 communes avec une région comme cerise sur le gâteau. Merci Alexis Ouedraogo. Alors, docteur Bamba, Alexis Ouedraogo nous a décrit la cartographie, la nouvelle cartographie donc dans notre pays. Le paysage actuel, le paysage politique actuel, selon vous, quel est-il après ces élections ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un paysage politique? Essayons de comprendre déjà ce concept. Un paysage politique, c'est un environnement, un contexte bien précis, une sorte de photographie du moment de la politique. Et donc, en Côte d'Ivoire, on sort des élections municipales, régionales et sénatoriales, on peut dessiner une nouvelle cartographie. Ce qui permet de voir, en ce moment, en 2003, la politique en Côte d'Ivoire, la politique en train de se faire dans son quotidien, quels sont les acteurs majeurs, quels sont les partis politiques majeurs, des organisations qui participent à l'animation de cet espace-là. D'accord. Et d'après l'élément que nous venons de suivre, le RHDP qui règne sur toute la Côte d'Ivoire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Régner sur toute la Côte d'Ivoire, il faut mettre un bémol quand même. Ce n'est pas un parti unique. Voilà, ils ont l'hégémonie du moment. La cartographie qui ressort, la photographie qui ressort, comme je le disais tantôt, leur donne en tout cas la part belle, mais ils ne sont pas 90% de récupération de tout le territoire national. Selon les chiffres que j'ai, bon, ça va. En tout cas, ils ont maillé le territoire national. Ce qui est intéressant dans le cas du RHDP, c'est que dans les coulisses et de la manière dont les choses sont dites, ça semblait être un parti qui était cantonné en une région. Mais voilà qu'avec cette nouvelle cartographie, on constate que le régime au pouvoir maille en tout cas l'ensemble du territoire national. Et c'est de bon augure pour ce parti. Et ce n'est pas une surprise, il y a quelques jours seulement, Kandia Camara, présidente du Sénat. Oui, c'était un fait historique. C'est la première fois qu'une femme est à ce poste-là. C'est un poste institutionnel, de haut vol, comme on le dirait en Côte d'Ivoire. Et je crois que dans le parcours de la personnalité de Kandia Camara, cela paraît normal. Il faut dire qu'elle est du RHDP, du RDR originel. Voilà, il y a ça, mais en même temps, elle a quand même du cran. Voilà, elle était à l'éducation nationale. Après l'éducation nationale, elle était aux affaires étrangères. Aujourd'hui, elle est au Sénat. Dans le jeu politique normal, son parti a trouvé bon de la mettre en avant. Et puis, c'est une femme. Ça donne en tout cas une autre image de la Côte d'Ivoire au niveau de l'occupation de l'espace politique par les femmes et surtout à des postes importants. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin au niveau international pour pouvoir voir de la Côte d'Ivoire, voir de nous ce que nous représentons du point de vue du genre, parce que c'est important. Mais en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'était déjà réglé ce problème. Une femme vraiment haut placée, non?
Oh non, pas forcément. Aujourd'hui, on attend une femme présidente de la République. Pourquoi pas? On attend une femme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce sera encore plus intéressant. Donc, rien n'est encore réglé du point de vue du genre. D'accord. Là, on a parlé des élections, des municipales, des régionales, des sénatoriales. Mais il y a aussi des nominations qui ont été faites récemment. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, par exemple, un nouveau locataire de cette maison, la grande chancelière et le haut représentant du chef de l'État. Tous émanent du RHDP. Oui, ce qui est normal, le propre de la politique, ce sont les récompenses qu'on donne à ceux qui ont milité avec nous. Il y a le côté de la compétence qui peut jouer, mais à un moment donné, la loyauté aussi joue. Le RHDP au pouvoir, donc les grands postes de la politique, forcément, seront occupés par le RHDP. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que pour ces nominations dans ces postes institutionnels, ce sont de nouvelles têtes qui viennent. Je ne dis pas que ce sont des hommes neufs, non, point du tout. Ce sont des hommes du sérail qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Si je prends le cas d'Epiphane Zoro, Balo, c'est en tout cas pour moi un poste qui est comme, en tout cas, un poste pour lui, taillé sur mesure. Il était au ministère de la bonne gouvernance et se retrouve aujourd'hui, disons, président d'une institution, ce qui est une bonne chose. On se dit qu'il faut qu'il ait les mains libres, qu'il puisse faire encore mieux que ce qu'il a fait au ministère. Ali Koulibaly, dans le paysage politique ivoirien, ce n'est pas un inconnu. Voilà, c'est un grand homme d'État. Il est au poste pour moi là où il faut être. Mais encore, ce qui est encore plus intéressant, c'est Dagri Henriette Diabaté. Des figures emblématiques du RDR, ensuite du RHDP, femme loyale qui a fait vraiment ce qu'il fallait pour la nation ivoirienne et pour son parti. Aujourd'hui, grande chancelière honoraire. Honoraire, je crois que c'est gagné pour elle, c'est important et c'est un poste en tout cas qui vient d'être créé, un poste honoraire en tout cas pour continuer de rendre, à mon avis, hommage à cette femme-là. Un autre poste qui vient d'être créé, le haut représentant du chef de l'État. Oui, c'est nouveau, certainement. Qu'est-ce que ça signifie exactement aux représentants du chef? Nous attendons le contenu. Voilà, nous ne parlons pas du virtuel, il a été nommé, mais pour le moment, on n'a pas véritablement de contenu. Mais si on prend les mots dans leur sens, un haut représentant signifie que c'est quelqu'un qui va représenter le chef de l'État d'une certaine façon. Parce que la politique, il y a... Autrement, par rapport au vice-président de la République. Oui, évidemment, le vice-président est constitutionnel. Quand on prend la constitution de la Côte d'Ivoire, le président de la République nomme le vice-président, nomme le chef du gouvernement. Mais à ce niveau-là, nous sommes dans la politique. Et il a paru important pour le président Alassane Ouattara de nommer ce haut représentant-là pour d'autres tâches que nous attendons, qui seront définies, ou bien que nous allons constater, parce que les hommes politiques aussi ont besoin comme ça d'hommes et de femmes qui puissent les aider dans ce qu'ils sont appelés à faire. Et à partir de quand, selon vous, ce paysage politique actuel pourrait être amené à changer? Forcément, on attend d'autres élections. La meilleure qui vient, c'est la présidentielle de 2025. Mais après, on a aussi les législatives, tout et tout. Mais je crois que la présidentielle paraît être en tout cas la jauge la plus importante qui permet un changement, plus qu'un changement, un chamboulement, même une métamorphose de la politique dans n'importe quel espace politique. Est-ce qu'il faut dire que chaque régime arrive avec son paysage politique? Oui, on peut le dire comme ça, mais il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, le paysage politique est certes régenté par le nouveau régime, mais il y a d'autres paramètres comme les élections législatives et municipales qui peuvent participer à perturber ce paysage politique-là qui ne devient plus monopolaire. Parce qu'un parti au pouvoir ne va pas forcément remporter toutes les élections. Tout à fait. Donc à partir de ce moment, et c'est ce qui fait la démocratie d'ailleurs, la possibilité que chacun ait une part du gâteau, si gâteau il y a, pour qu'on sente que dans le jeu politique, l'alternance est possible. Et pendant un moment, ce n'était pas le cas, mais on note depuis une certaine période la participation de la quasi-totalité des partis politiques aux élections. Mais comment on peut avoir un parti politique qui a dirigé le pays pendant une décennie, et puis se chercher aujourd'hui à de simples élections locales, parlant de l'ancien FPI? Oui, ça se peut, parce que la politique, elle est évolutive, la mentalité des gens évolue également. À chaque élection et à chaque moment de l'histoire d'un pays, il y a des paramètres dont il faut tenir compte pour pouvoir aller dans les joutes électorales. Donc, ce sont des offres qu'on fait, c'est comme aller acheter des marchandises dans une boutique. Vous convenez avec moi qu'il y a des modes. Tel qu'il y a des modes, il y a également des modes dans la politique.
ceux qui sont les acteurs politiques, les entrepreneurs, devraient le comprendre pour pouvoir faire des meilleures offres à la clientèle politique, de sorte qu'ils puissent... C'est quoi une meilleure offre? Qu'est-ce que j'ai proposé hier qui marchait et qui aujourd'hui ne marche pas? Pourquoi? Ce qui peut faire... Est-ce que le problème, est-ce que c'est une question de réinvention des partis politiques? Évidemment, il y a la réinvention des partis politiques. C'est une donne très importante. Parce que ce qui fait aussi la politique, c'est l'équation personnelle. Quelqu'un qui, dans une région ou dans une municipalité, a cette habitude-là d'être aux côtés des populations, cette personne-là, quel que soit le vent politique, sera toujours adoubé par la population. Mais quelqu'un qui ne vient que pendant les joutes électorales, pendant la période préélectorale, se faire voir pour faire des dons, pour faire des manifestations, est toujours mal vu par les populations. Et elles sont à même, les populations, mieux placées que nous pour pouvoir donner leur caution à X ou Y en fonction de l'offre qui est donnée en ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce qui milite aujourd'hui en faveur du RHDP véritablement pour s'offrir cette razzia qu'on voit? Oui, c'est la palissade. Vous convenez avec moi que le président Ouattara est au pouvoir depuis 2011. Les infrastructures en Côte d'Ivoire ont connu un certain boom. Et je crois que ce sont des éléments quand même qui jouent à leur faveur, sans compter la grande communication politique qu'il y a derrière, la capacité que le RHDP a, en tout cas, de pouvoir communiquer sur ses propres actions et en même temps des hommes et des femmes neufs, quelquefois, qui donnent satisfaction à ces populations-là. Donc, et c'est ce qui explique peut-être qu'il n'est plus question de bastion. Oui, il n'est plus question de bastion parce que ce qu'il ne faut pas oublier, est-ce qu'il y aurait eu bastion sur le RDR était resté RDR? La question, nous sommes dans le RHDP aujourd'hui avec une alliance de partis qui a formé un grand parti politique national qui maille le territoire national. Je crois que c'est la façon aujourd'hui de faire la politique qui est importante, de comprendre du moins qu'il ne faut pas seulement rester une petite entité d'organisation politique qui est privée d'ailleurs, mais comprendre qu'il faut faire un maillage, tisser sa toile, ramener en tout cas les gens d'autres bords, d'autres régions, d'autres circonscriptions, hommes comme femmes, à adhérer à notre vision, à une vision que vous imposez à un moment donné de l'histoire. Quelqu'un disait, lorsque je travaillais le sujet, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas véritablement de classe politique, mais c'est plutôt une famille politique. Là, je fais un clin d'œil à Dr Touré de l'université Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Oui, Est-ce que c'est un peu la même chose en Afrique? Bon, avant d'arriver en Afrique, je parlais de la Côte d'Ivoire. Voilà, on parle de grandes familles politiques parce qu'en réalité, quand on regarde, il y a beaucoup de transhumance. Il y a des gens qui sont des hommes liges d'une région qui le restent malgré les changements de régime. Oui. Ils sont toujours là en tant que tels. Finalement, et quand on regarde le comportement des hommes politiques, des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, ils s'appellent tous frères, ils sont tous sœurs, et ils appellent tous à la même unité de la Côte d'Ivoire, à la même compréhension de la Côte d'Ivoire. À preuve, les hommes politiques qui sont en verve, ce qu'on voit tout le temps, lorsqu'il y a une certaine tension nationale, automatiquement, ils se rencontrent pour faire baisser cette tension-là. C'est seulement dans une famille qu'on le fait. Voilà, s'il n'y avait pas de familiarité, qui sont dans les jonctions, dans les interrelations, je crois que ça ne se ferait pas. Cependant, la classe politique existe en tant que telle, dans la mesure où cette classe politique-là se détermine en fonction des courants, en fonction des idéologies, et ça, il faut aussi l'accepter. La gauche, la droite, le centre, tout ça sont autant d'éléments qui ont leur importance en Côte d'Ivoire. Et cela m'amène à vous poser cette question. Vous savez, la Côte d'Ivoire tout entière est en attente actuellement de sa prochaine équipe gouvernementale. Et selon vous, à qui on aura affaire? De nouvelles têtes, de nouveaux visages, ou alors, comme vous venez de le dire, si c'est la même famille, les mêmes personnes qui seront là et juste une chaise musicale à laquelle on pourra assister? C'est ça le propre de la politique. Moi, je ne m'attends pas à un grand chamboulement. Je m'attends à une sorte de jeu de chaises musicales, ça c'est sûr, mais il y aura quand même des surprises. On s'attend à ces surprises-là. Je crois que la politique est en train de se faire. Les indépendants pourront faire leur entrée. Ils ont fait une petite percée quand même. Oh, ben si c'est ça, ils devraient faire leur entrée en 2018, où ils avaient eu 56 communes. Aujourd'hui, 41 communes. Donc je crois que du point de vue du poids, ce n'est pas du tout évident. Et le PDCI? Le PDCI, bon, ça dépendra disons, des pourparlers qui se passeront, mais dans l'état actuel des choses, je ne crois pas que le PDCI puisse entrer dans le gouvernement. D'accord.
Et pourquoi tout le monde attend ce gouvernement comme ça, y compris eux-mêmes les politiques, mais bien entendu, la population, dans sa grande majorité, attend. Il y a beaucoup de listes même qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui... Voilà. Qu'est-ce qui explique cette grande attente? L'attente est due au fait que le président de la République, je vais parler sur le plan du football, a dribblé tout le monde. Voilà. Un vendredi, on a l'information selon laquelle le gouvernement est dissous. Et depuis, tout le monde est dans l'attente. Il y a une forme de tension dans la société. Et pourquoi? C'est parce qu'on s'intéresse aux hommes politiques. Les places qui vont être perdues, les places qui seront gagnées, qui perdent, qui entrent, etc. Donc, loisible aujourd'hui, au temps des réseaux sociaux numériques, d'inventer autant de gouvernements qu'il y a pour nous donner quelque chose dans la mesure où on attend toujours. Mais c'est de bonne guerre. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'obésité informationnelle, on va recevoir beaucoup d'inventions et la vérité sortira. On attend aussi le nom du Premier ministre. Et puis, il y a eu une alliance FPI-gouvernement, malheureusement, avec le résultat du président du FPI. Quel peut être l'avenir de cette alliance? L'avenir même du président du FPI? Non, son avenir, l'avenir politique. Oui. Bon, il est encore président de son parti. Il a dit son partenariat avec le RHDP. Mais je crois qu'à regarder de près, c'est pas la défaite d'Affinguessan, c'est ce qui paraît être quelque chose de très visible. Mais dans les soubassements de la politique, je pense que son parti a gagné avec des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, dans la mesure où ils sont allés quand même en alliance. Merci, docteur. Docteur Sidiki Bamba, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je rappelle que vous êtes venu nous parler un peu du paysage politique ivoirien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et à très bientôt. Docteur Sidiki Bamba, vous êtes expert en manipulation et propagande de l'information politique. Merci, Hamza. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à mardi prochain, 13h.